Bonjour, je m'appelle Sabri Adel Saadi et je suis coordinateur d'implémentation francophone au Centre de recherche et d'éducation sur la violence contre les femmes et les enfants de l'Université Western. Le Learning Network s'engage à mettre fin à la violence basée sur le genre par la mobilisation des connaissances, en identifiant des lacunes et les enjeux émergents, en établissant des collaborations significatives et en valorisant les différentes façons de savoir. Le centre de connaissances, lui, relie des projets innovants en promotion de la santé, informés par les traumatismes et la violence, soutenus par l'Agence de santé publique du Canada, afin de renforcer la santé des victimes de violences conjugales et familiales envers les enfants. Pour aujourd'hui, nous sommes ravis d'annoncer que le webinaire est en collaboration avec l'Alliance contre la violence et l'adversité. D'ailleurs, je vais laisser la parole à Sarah pour se présenter et nous parler un peu plus du groupe AVA. Sarah, la parole est à toi. Thank you. Hello, everyone. I'm Sarah Yursich, an early career researcher with the Alliance Against Violence and Adversity, also known as AVA, as well as the lead on AVA's webinar series and the associate director of the Frida Center for Research on Violence Against Women and Children. AVA is about creating the capacity to transform population or community health and social services to promote health and wellness of girls, women, and gender diverse people at risk of or affected by violence and adversity over the life cycle through collaborative, innovative, cross-sectoral, cross-disciplinary, and cross-jurisdictional work, including our AVA online training platform and the AVA webinar series. If you are not already a member, please consider joining the AVA network. The information for how to join is available on the screen. I'll hand the floor back over. Thank you. Merci. Au nom des équipes du Learning Network et du Centre des connaissances, ainsi que de l'Alliance contre la violence et l'adversité, je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire Enjeux des femmes sourdes et violences basées sur le genre. Je tiens à souligner que notre travail se déroule sur les terres traditionnelles des nations Anishinaabe, Haudenosaunee, Lenape et Chonnonton. Ces terres sont liées au traité du canton de London et de Sambra de 1796 et au pacte de la ceinture wampum faisant référence au concept du bol à une seule cuillère. Nous faisons cette reconnaissance des territoires pour contrer la doctrine de la découverte et reconnaître les terres de la souveraineté autochtone. Nous reconnaissons aussi que de nombreuses personnes noires ont été violemment déplacées au Canada en raison du colonialisme colonisateur et de l'esclavage. Nous continuerons de collaborer avec les communautés pour lutter contre le colonialisme, le racisme contre les personnes noires et d'autres formes d'oppression qui demeurent omniprésentes au Canada et qui entraînent des répercussions disproportionnées de la violence fondée sur le sexe sur les communautés opprimées. En tant que colon dans cet espace, je suis reconnaissant des nombreux avantages que j'en tire. Et je tiens à exprimer ma gratitude envers Mère Terre pour les ressources que nous utilisons et à rendre hommage à tous les peuples des Premières Nations, Métis et Inuits qui habitent cette terre depuis au moins 15 000 ans. Nous avons le privilège aujourd'hui d'accueillir Marie-Hélène Couture, coordinatrice des services à la Maison des femmes sourdes de Montréal. Forte de son expertise en éducation spécialisée et de son engagement auprès de la communauté sourde depuis plus de 20 ans, Marie-Hélène a consacré sa carrière à soutenir les femmes sourdes confrontées aux violences conjugales et aux agressions sexuelles. En tant que première répondante et supervisant une équipe d'intervention, elle joue un rôle clé dans la prévention de la violence et la reprise du pouvoir au sein de la communauté sourde. Son leadership, sa créativité et son engagement font d'elle une figure inspirante et un modèle d'empowerment pour les femmes sourdes. Aujourd'hui, grâce à sa présentation, nous aurons l'opportunité d'approfondir notre compréhension des défis spécifiques que rencontrent ces femmes, ainsi que les solutions innovantes en matière d'accessibilité et d'inclusion. C'est un honneur de l'avoir parmi nous pour partager son expertise et son expérience précieuse sur un sujet aussi crucial. Merci. Excellent. Bonjour. Donc, est-ce que vous me voyez bien?
Juste vérifier avec vous dans le chat, parce que là, présentement, on a quelques petits problèmes pour voir l'interprète LSQ ASL. Est-ce que vous êtes capable de me voir? Est-ce que vous êtes capable de voir l'interprète ainsi que l'interprète ASL aussi? Oui? OK. Excellent. On a des réponses. Oui, oui, on a beaucoup de réponses. Super, 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 super. Bon, parfait, parfait. Donc, on va commencer. Première des choses, j'aimerais remercier en fait l'initiative de m'avoir invité. C'est sûr que là, c'est un grand numéro. En fait, là, on parle de presque 300 personnes et participants à cette rencontre. Ça me touche énormément. Et puis, bon, alors, on va y aller. Je vais me présenter, Marie-Hélène Couture. Je travaille en fait comme coordinatrice des services de la Maison des femmes sourdes depuis à peu près 23 ans, en fait, pour être précis. Ça va vite. Et puis, bon, il faut comprendre que j'ai été diplômé en éducation spécialisée du Cégep du Montréal. Puis après ça, depuis ce poste-là, c'est un poste qui m'est tenu à cœur depuis. C'est pour ça que ça fait 23 ans que j'y suis. Alors, pour la Maison des femmes sourdes de Montréal, ça fait 30 ans qu'elle a été créée. En fait, l'objectif de cet organisme, c'est de donner du service et de l'accès universel, autant pour l'égalité et l'accès à l'information. C'est très, très important, autant pour moi que pour la communauté. Bien sûr, on offre le français, la LSQ et la SL en termes d'accessibilité. Et les priorités est d'aller chercher le professionnalisme pour les personnes sourdes malentendantes dans le Grand Montréal et cette accessibilité de tous ces services. Alors, on essaie d'aller chercher l'expertise, le leadership et aussi de créer des opportunités, des événements et d'organiser toutes sortes de panels aussi d'activités de sensibilisation auprès de la communauté et pour la communauté sourde. La mission de la Maison des femmes sourdes, c'est d'aller vraiment œuvrer pour l'épanouissement et le déploiement du plein potentiel des femmes sourdes en soutenant la reconnaissance de leur réalité. Et vraiment, dans les objectifs, on a l'empowerment. C'est très, très important, l'autonomie et la reprise de pouvoir. C'est très important pour l'organisme de travailler pour et par la communauté. Donc, en fait, elle est vraiment axée selon cette définition-là, le par et le pour ces actions, ces activités, l'empowerment, c'est le chemin direct vers la reprise du pouvoir. Et on part de ce principe-là que toutes les femmes ont de grandes capacités et il faut simplement trouver les moyens et leur redonner accès euh, ensuite de ça par la suite. On donne des outils et c'est avec ces outils-là qu'ils sont capables de reprendre le chemin. Parfait. Pour l'interprète aussi, est-ce qu'on me suit? Oui. On me suit quand même bien. Excellent. Parfait. Bon, alors pour les services, si on y va avec qu'est-ce qu'on offre, plus précisément, qu'est-ce qu'on a sur place? On a des services d'intervention ainsi qu'une approche, différentes sortes d'approches. Le plus important, en fait, c'est la prévention. Donc, on va laisser former sur cet aspect-là. Après, on va avoir l'outillage et l'intervention sur place là, directement. Donc, les femmes, on sait, ont des besoins divers et on a besoin de s'adapter en fonction de chaque besoin et de qu'est-ce qu'elles ont comme circonstances. C'est possible aussi, comme vous pouvez le savoir, que si on a un problème d'estime de soi, on doit adapter un peu nos thématiques et on va aller travailler et leur montrer des petites formations qui vont travailler sur ces problématiques. Si c'est des problèmes qui reviennent un peu plus souvent, on va les créer et offrir des ateliers en fonction des besoins. Donc, et bien sûr, on a aussi, comment dire, euh, des gestions de crise, mais on essaye de prévenir et d'essayer de prévenir jusqu'à ce que ça arrive. Alors, on va vous donner beaucoup, beaucoup d'ateliers, mais aussi d'informations et sur toutes sortes de gestions de prévention pour éviter d'atteindre la crise. On a aussi, bien sûr, les gestions de crise, les situations d'urgence, les accompagnements des situations d'urgence. Et puis en même temps, bon, on va être capable de créer des thématiques, euh, bien sûr, généralisées ou alors très centralisées sur le contexte ou la situation problématique.
des thématiques d'atelier ou de formation. Là, depuis 4 ans, on a la COVID, hein. Ce qu'on voit, c'est que les problèmes d'estime, de confiance, d'isolation ont vraiment été travaillés dessus depuis la COVID et là, ça va mieux. On a été capable d'aller chercher toutes sortes d'outils et puis on a eu une bonne progression, amélioration. On a eu moins d'interventions en crise à faire à ce niveau-là parce qu'on a commencé à travailler sur ces différents types d'outils un peu disponibles à tout le monde depuis ces 4 dernières années. Bien sûr que là, on continue à prendre d'autres stratégies et on prend un peu les stratégies qu'on a utilisées pour la COVID avec les autres problématiques. Pour l'accompagnement, donc, que veut dire l'accompagnement? Là, on a un interprète, c'est possible, mais encore mieux, si on peut avoir un meilleur accompagnement, ça voudrait dire aller au département, aller voir un avocat, aller voir un policier, et puis après ça, qu'on aurait une intervenante avec nous. Donc, l'intervenante aurait déjà préparé un plan ensemble avec le client. Comme ça, on aurait déjà des dates, planification, on aurait déjà eu connaissance de la situation et l'intervenante connaîtrait déjà le système juridique, le système policier. Ce serait beaucoup moins stressant et beaucoup moins problématique. On serait plus là comme support moral, émotionnel à la cliente sourde. Comme ça, avec un interprète, on serait capable de se diriger et de faire les démarches très, très aisément et très rapidement. Puis, une fois le rendez-vous terminé, on pourrait prendre le temps de parler du bilan, des notions à se rappeler, des démarches à poursuivre avec la cliente. Donc, comme ça, ce serait vraiment bon. On peut travailler sur les droits de la personne. On s'assure, en fait, qu'il y a un bon accompagnement à ce niveau-là. Donc, s'il y a une situation de crise de suicide ou juste crise liée à une violence conjugale ou agression sexuelle, le support est de mise de notre côté. On a plusieurs formations depuis. On est prêt à intervenir, peu importe la problématique. Voilà. L'autre volet, c'est la vie associative. Alors, tantôt, j'ai dit qu'on avait des ateliers, différentes activités, et je pense que c'est important ce volet-là, parce que tantôt, on a dit qu'on s'occupait de l'information à donner aux femmes sourdes, mais parfois, bon, on veut prendre un cours de yoga, de préparation à la retraite, qu'est-ce qu'on fait pour les REER? Est-ce que ces organismes-là sont prêts à débourser les frais d'interprétation? Ils n'ont souvent pas le budget pour le faire. Donc, les femmes demeurent en arrière. Elles ont un écart dans l'information qu'elles ont. Donc, nous, on suit leurs besoins. Est-ce que si elles sont curieuses d'en apprendre plus sur certains sujets? Ça nous fait plaisir d'avoir des ateliers, d'inviter des conférenciers. On fait des sorties aussi, on fait des visites, des musées, on amène l'interprète aussi avec le groupe et on s'assure de l'accessibilité. Alors, ça, c'est la vie associative un peu. On fait un party de Noël, bien sûr, la Journée internationale des femmes, hein, le 8 mars, c'est important de le souligner. Et aussi, on reconnaît toujours le travail d'une femme inspirante à chaque année. Et cette année spécialement, c'est le 30e anniversaire, plus la Journée internationale des femmes qu'on va souligner en même temps. On s'attend à peu près à avoir 100 à 150 femmes qui viennent à nos événements seulement dans le Grand Montréal. Imaginez, il y a des gens parfois de Québec, des femmes de Gatineau, Hull qui viennent se joindre à nous, bien sûr. Autre volet, c'est la communication. Bon, comme aujourd'hui, hein, je viens faire une conférence, une sensibilisation de la communication. Il y a beaucoup de développement de projets qu'on fait avec certains partenaires. Alors, les partenaires policiers, je pense important qu'on les tienne au courant de comment faire attention quand ils font une approche auprès d'une femme sourde, certains trucs. Alors, on a développé des projets avec certains partenaires. Maintenant, parlons de mon équipe. Alors, j'ai une équipe d'intervenantes. Il y a 3 personnes sourdes, 3 femmes sourdes. Pourquoi elles sont sourdes? Eh bien, on croit que c'est important qu'on partage la même langue, qu'on se comprenne, qu'on l'intervenante elle est déjà dans la communauté sourde depuis son enfance. Elle comprend les enjeux de la cliente, les défis de sa vie de la cliente, puisqu'elle les a partagés aussi. Euh, on s'exprime en LSQ, ASL, bien sûr. Comme c'est notre langue maternelle, c'est plus simple.
Les intervenantes savent aussi quels outils vont correspondre aux femmes sourdes, donc des outils très concrets, des outils très visuels, beaucoup d'illustrations, de dessins, d'affiches. Et aussi, une chose très particulière, c'est que, bon, la violence conjugale ou la violence sexuelle est très subtile. Alors, même le non-verbal, chez le physique, quelqu'un qui a peur, les intervenantes sourdes sont aptes à dénoter les choses. Parfois, les interprètes vont plutôt se concentrer sur trouver les bons mots, mais ils vont peut-être pas voir les petits signes dans le non-verbal. Alors, l'interprète, parfois, nous, comme intervenante, ben, on fait pas elle répète pas, elle recommence pas à zéro son histoire, mais nous, comme on les accompagne, ben, on peut donner plus d'informations. Alors, les intervenantes sourdes, ça fait partie de notre équipe. Maintenant, on va aborder la surdité. Alors, je pense que c'est quand même complexe à expliquer. Bon, un jour, peut-être que vous allez rencontrer une personne sourde et vous allez vous dire, ben, ils sont tous comme ça. Absolument pas. Il y a des besoins différents. Alors, ça va me faire plaisir aujourd'hui de vous d'en dire plus sur la surdité et les différentes catégories de personnes sourdes. Je suis sourde profonde pour ma part, ce qui veut dire que est-ce que je ne parle pas ou je n'entends pas du tout? Ben, ça dépend des personnes. Alors, pour moi, je peux parler un peu, je n'entends absolument rien, mais je peux utiliser ma voix. Je suis quand même habile à faire de la lecture labiale. Il y a certaines personnes qui pourront faire de la lecture labiale, d'autres personnes sourdes qui vont voir avec un appareil auditif, vont pouvoir lire plus sur les lèvres ou parler plus que moi, mais ce n'est pas important ça. C'est une variété de potentiels différents. Alors, on va donner des catégories. Bon, la surdité moyenne, sévère et profonde, mais ça va dépendre aussi de l'identité de la personne sourde. Alors, les femmes sourdes vont souvent s'identifier comme sourdes. Alors, ce n'est pas important si on entend profondément, modérément ou légèrement, on va s'identifier comme personne sourde. Bon, alors, quand il y a une surdité légère, bon, on peut penser que l'appareil auditif va tout régler et que la personne va bien entendre et va pouvoir se servir du téléphone, mais il faut être prudent. Il faut être très prudent parce que c'est possible que la personne ait mal compris quand même certains mots, s'il y a du bruit ambiant, s'il y a des interférences, si la personne prononce pas très bien, s'il y a un accent. Bon, alors ça peut arriver. Je vais vous donner des exemples, des chiffres. Alors, le 6 et le 10, hein? Bon, ça peut être confondant. 6 sur les lèvres, 6, 10, il n'y a pas de différence pour le mouvement des lèvres. Donc, il faut ajouter avec nos mains, faire le 10, 2 fois 5 ou le 6, 5 et 1 doigt. Alors, il faut bien comprendre ces petites problématiques qui peuvent, pour éviter la frustration de la personne sourde et éviter la frustration de la personne entendante qui devrait répéter plusieurs fois son message. Et souvent, le message, c'est un des exemples, c'est des fêtes. Des fêtes, par exemple, où ils vont dire, ben, viens manger le gâteau et cadeau. Hein? Alors, cadeau et gâteau, en signe, on voit très bien la différence, mais sur les lèvres, ça ne se voit pas. Est-ce que c'est le temps du cadeau ou est-ce que c'est le temps d'aller manger du gâteau? Sur les lèvres, ce n'est pas évident. Autre exemple, manteau et marteau. Hein? Bateau. Pour moi, c'est presque pareil. C'est sûr que ça peut avoir l'air banal, mais il faut savoir de quel sujet on parle. Si on arrive dans un sujet, si on fait un jeu de devinette, souvent les personnes sourdes vont jouer au mot de devinette. C'est le jeu qu'ils font tous les jours. Ils jouent à deviner quel mot on veut bien leur faire comprendre et ils n'arrivent pas du tout à comprendre 100% du message. Donc, c'est sûr il va arriver de là une mauvaise compréhension et une mauvaise information. Peut-être que vous vous questionnez sur l'implant cochléaire. Est-ce que c'est mieux quelqu'un qui a un implant cochléaire? Parfois, ça fonctionne, parfois, ça ne fonctionne pas. Ça dépend. Que ce soit un appareil auditif ou un implant cochléaire, c'est tout à fait variable au sein de la communauté. Alors, il y a des personnes malentendantes ou sourdes. Est-ce qu'on dit oraliste, devenu sourd, sourd-muette? Hein? Il y a plusieurs appellations. Et la majorité, on entend souvent sourd-muet. Et là, je me permets de vous corriger. Alors, ce n'est pas acceptable, ce terme-là.
C'est un vieux terme, c'est préhistorique même, je pourrais dire, parce qu'on pense que les personnes sourdes ne peuvent pas parler ou n'utilisent pas leur voix, donc elles sont muettes. Pas du tout. Le mutisme, ça a un lien avec les cordes vocales. Ça n'a pas du tout rapport avec la surdité. J'ai une voix. Je peux très bien crier. Je peux bien rire aux éclats. Je peux pleurer et avoir des gros sanglots qui vont sortir de ma voix. Je peux dire, viens ici et vous allez très bien m'entendre. Alors, je ne suis pas muette, pas du tout. Alors, on ne dit pas sourd-muette. Dès que vous allez utiliser ce terme-là, vous allez voir la réaction des personnes sourdes qui vont être outrées d'entendre ça. Donc, c'est mieux de dire sourd ou malentendant. Et ce qui est encore mieux, c'est de demander à la personne comment elle s'identifie. Ça peut être une personne qui est devenue sourde et on peut le demander. Tu t'identifies comment? Comment tu voudrais qu'on t'appelle, une personne sourde ou malentendante? Comment on communique maintenant? Eh bien, il y a différents moyens. Il y a la LSQ, comme présentement, vous me voyez utiliser la langue des signes du Québec. Il y a l'American Sign Language. Il y a l'oral, alors parler. Alors, il y a des personnes qui n'utilisent pas du tout la langue des signes, mais qui vont utiliser leur voix, qui vont parler. D'autres vont faire les deux. Il y a des personnes sourdes et aveugles. C'est de la surdicité, donc les personnes vont avoir un champ visuel réduit et on ajoute le syndrome de Usher. Donc, c'est de ça que ces personnes-là souffrent. Alors, c'est possible que le champ visuel qui était tout à fait normal au départ rétrécisse. Donc, on ne voit plus soit en haut, en bas, de chaque côté ou dans des tunnels ou des petits cercles simplement devant nos yeux. Alors, oui, elles voient, mais parfois, elles vont demander qu'on s'approche d'eux ou qu'on s'éloigne d'eux et on fait l'interprétation tactile, donc c'est les signes dans les mains. Donc, c'est la même chose, la LSQ ou la ASL, mais la personne qui a la surdicacité va déposer sa main pour comprendre le message tactilement. Maintenant, je vais vous parler des enjeux de mes clientes, de ma clientèle. Évidemment, je vous répète que les personnes sourdes ne sont pas toutes pareilles et on a un profil de clientèle chez nous. Je vais vous parler du profil de notre clientèle. Alors, notre clientèle utilise la langue des signes du Québec toujours. Alors, ce qui veut dire que elles ne sont pas capables nécessairement d'écrire. C'est plus difficile pour elles d'écrire parce que la première langue étant la langue des signes du Québec et la deuxième langue était la langue écrite, donc le français écrit, c'est un autre défi chez nos clientes sourdes. Par exemple, pourquoi on peut se demander la langue des signes et le français, ça devrait être pareil. Pourquoi ils n'arrivent pas à écrire ou à lire? Je vais vous donner quelques exemples de phrases en français. Alors, je vais au restaurant. Ça, c'est en français avec la syntaxe française. En LSQ ou en ASL, on va commencer par dire restaurant va. Alors, on ne va pas dire je vais au restaurant. Restaurant va. Donc, quand la personne vient pour écrire, elle va mettre l'action en premier et à la fin, ou souvent la question au début, hein, et à la fin, l'action. Mais la syntaxe est tout à fait différent. Je ne sais pas, dans une situation où, bon, c'est déjà arrivé. Alors, j'ai fait le signe fini avec mes mains, j'ai écarté mes épaules, j'ai reculé mon dos, donc ça a montré le passé, les verbes n'étant pas conjugués en LSQ. J'ai un peu mal, bon, j'ai un petit peu mal, ou j'ai très mal, c'est très souffrant. Alors, mon expression du visage a ajouté le superlatif. Donc, on peut dire, en français, on va dire j'ai très mal, j'ai un peu mal, mais en LSQ, c'est dans le corps et dans le non-verbal que ça va se démontrer. Donc, quand la personne sourde vient pour l'écrire en français, elle ne sait pas comment écrire les superlatifs ou les adjectifs puisque c'est dans son corps qu'elle va les démontrer. Donc, c'est pour ça qu'elles ont plus de difficultés au français écrit. Et évidemment, tous les gens ont le réflexe de nous demander est-ce que tu es capable de lire sur les lèvres un peu? Ils nous demandent toujours ça. Mais évidemment, ce n'est pas tous qui ont la capacité de lire sur les lèvres. Aussi, la personne, si elle a un accent, la forme de bouche et tout ça, si la personne parle très rapidement ou au contraire trop lentement,
c'est sûr que les femmes n'arriveront pas à les comprendre en lisant sur leurs lèvres. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manque d'accessibilité. Les femmes n'accusent pas tout à fait le même niveau d'accessibilité que on parle de télévision, des nouvelles à la télévision où le sous-titrage est encore un enjeu puisque tantôt je vous ai dit que la lecture et l'écriture en français, c'était une difficulté. Alors, évidemment, l'alternative, c'est le médaillon en langue des signes, mais ça n'existe pas. Et bon, là, quand c'est possible, et quand dans la pandémie, on en a eu des vidéos et des médaillons, mais maintenant, ils sont disparus, ils n'existent plus. Avant, on est revenu à au même manque d'accessibilité qu'avant la pandémie. La pandémie, on a vu les conférences de presse avec le médaillon et bon, parfois, il y a eu encore, après la pandémie, certaines conférences de presse où on a quand même parlé encore de la pandémie, mais là, les médaillons ont cessé d'exister. Donc, les femmes disaient, ou les personnes sourdes, ben, pourquoi ils ont enlevé nos médaillons? On accuse encore un grand retard sur l'accessibilité de l'information. Aussi, je me rappelle que, bon, le sous-titrage aussi, hein, il faut penser que c'est pas parfait. Le sous-titrage, il y a un décalage, c'est en retard sur la voix qu'on entend, il y a des erreurs d'orthographe ou ça. Alors, ça, c'était pour le sous-titrage. Le journal, la lecture du journal, des imprimés, écouter la radio, évidemment, ça n'est pas accessible. Donc, il y a une grande lacune au niveau de l'information. Donc, première des choses, en fait, là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont victimes, oui, de discrimination, mais pas d'une seule sorte de discrimination, de plusieurs. Donc, des femmes, la surdité, la couleur de peau, de l'identité de genre, ça peut être aussi d'immigration. Donc, on a plusieurs genres de discrimination. Alors là, on peut avoir beaucoup de barrières, de frustrations liées à l'accessibilité générale, que ce soit pour aller chercher un logement. Donc, on a tout de suite des jugements, des préjugés et des difficultés. Donc, ça, c'est des difficultés qui parviennent un peu partout aussi à ce niveau-là. Donc, l'isolation aussi, c'est quelque chose qui revient souvent. Beaucoup d'isolation. La clé, c'est la famille. Donc, on le sait que parfois, on va avoir un modèle familial qui va être propre à chacun. Parfois, bon, la mode, c'est on accepte que les enfants soient sourds et on va pas vraiment apprendre non plus la langue des signes pour communiquer avec eux. C'est ce qu'on réalise chez les parents d'enfants sourds, alors que là, les enfants vont commencer à apprendre à oraliser ou lire sur les lèvres, mais vont finir par être isolés. Il y aura un problème d'échec, de frustration qui va, au fur et à mesure, rester. Et puis après ça, il va toujours falloir qu'ils rattrapent à l'école parce que c'est des choses qui ont été délaissées. La communication n'a pas été vraiment euh, utilisée au niveau de la famille. L'acceptation, l'amour propre ou avec la famille, c'est quelque chose qui est assez difficile. Alors que là, quand ils commencent à rencontrer la communauté sourde, là, ça commence à sortir et ça commence à vraiment reprendre un peu du niveau. Mais l'isolation, encore une fois, est assez problématique. Donc, l'estime de soi, le manque d'estime, ça, c'est quelque chose d'assez problématique. Souvent, au niveau des familles, on va pas vraiment opter pour un futur optimiste. On va leur dire, ben là, malheureusement, tu vas pas pouvoir. À l'avenir, ça va être assez compliqué. Ou ça va être possible que dans une situation conjugale, il puisse y avoir de l'oppression, un peu de sourdisme, beaucoup, beaucoup de pression, de préjugés, et que ce soit familial, en couple ou en public. Et souvent, là, on voit une amélioration et une augmentation aussi plutôt des chiffres sur la santé mentale. Ce qu'on peut voir, c'est que les personnes prennent de moins en moins le temps euh, de se soigner. Parce que souvent, ils vont pas aller au CLSC, ils vont pas aller à la clinique parce qu'il faut qu'ils aillent chercher un interprète, des démarches de plus, et puis après, il y a des frustrations. Ça engendre en fait une, une surcharge cognitive et puis, ça prend plusieurs années par la suite avant que finalement il y ait quelque chose. Il ne faut pas oublier en fait les listes d'attente qui sont très, très longues et on voit présentement que c'est un problème de plus en plus gros.
pour ce qui est de la santé mentale. Et c'est surtout aussi pour les problématiques de diagnostic non traitées. Ça aussi, c'est euh, une autre gravité, en fait. Les autres enjeux qu'on va avoir, bien sûr, la violence conjugale. C'est assez difficile. C'est difficile de sortir de ces zones-là. Pour les entendants aussi, les personnes entendantes, c'est autant difficile. Mais là, par contre, pour les personnes sourdes, c'est très, très complexe. Vraiment pire. 5 fois compliqué, en fait. On va commencer à vous expliquer pourquoi. Première chose, on vous a mentionné un peu plus tôt que dans la communauté, en fait, il y avait, s'il y a un mot, s'il y a quelque chose qui sort, la communauté est petite. Donc, tout le monde finit par le connaître ou le savoir, en fait. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment plus rapide encore, plus contagieux que Facebook ou les réseaux sociaux. La communauté, elle est tissée serrée. Et nous, je veux dire, on regarde ça, puis on sait que c'est une personne qui participe pleinement, elle a le droit de faire ce qu'elle veut, mais après ça, bon, ben là, parfois, il va avoir le côté, c'est une personne leader, puis finalement, bon, ça parle contre quelqu'un d'autre, c'est une mauvaise rumeur. On va plus croire l'homme que la femme. Et là, la femme, après ça, elle a de la difficulté, elle veut pas se faire regarder par les autres personnes, elle veut pas non plus avoir de préjugés ou de jugements par rapport à ce qu'elle dit, et va finir par ne rien dire, ou sinon, ne pas, ne pas dévoiler ce qui se passe dans son problème de couple. Donc, après ça, ça peut finir beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà. Ça peut être aussi comme autre problématique. Si quelqu'un voit une victime, ben, on va pas essayer de s'associer à cette personne-là parce que sinon, ben, nous aussi, on va se faire juger. Donc, ce serait un peu considéré comme être l'allié d'une victime, puis on peut se faire mal voir de ce côté-là. Donc, souvent, on va y aller avec un autre exemple de violence conjugale. Une fois qu'il y a des démarches qui sont faites à la cour, ben là, il y a d'autres problèmes qui surviennent. Premièrement, plus le droit de contact entre les deux parties pendant un certain nombre d'années, 1 an, avec la loi U110, par exemple, pendant 1 an. Mais là, la problématique, c'est que après ça, les événements entre communautaires ils sont souvent aux mêmes endroits. Donc, la personne avec qui il y a eu une problématique, finalement, elle peut plus se présenter dans les événements communautaires. Donc là, souvent, ben, comment dire, il va y avoir des ententes. Mais quand c'est à l'extérieur, c'est plus la même chose. Mais si on veut toujours avoir cette sécurité, ben, on peut plus se présenter aux événements. Donc là, ça va influencer encore une fois les problèmes d'isolation ou c'est l'isolement. Les personnes vont commencer à préférer puis à rester en isolement de leur côté. Euh, Ça, c'est une autre des problématiques. Après la séparation, souvent, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'harcèlement. Euh, Beaucoup, beaucoup d'harcèlement parental aussi, puis de problématiques concernant euh, des responsabilités avec les enfants aussi. C'est ce qu'on remarque. Pour ce qui est de la police, le côté juridique, c'est sûr qu'il faut qu'ils comprennent, soient sensibilisés aux besoins et aux caractéristiques de la communauté. Ça rajouterait une sécurité parce que présentement, ça n'est pas le cas. Donc, beaucoup, beaucoup de croyances ou préjugés. On fait face à beaucoup, beaucoup de mythes. Faut comprendre que les personnes sourdes, par exemple, si une femme est en relation avec une personne entendante, bien souvent la personne entendante va plus se faire croire parce que la personne sourde, elle est sourde, elle a de la difficulté, puis elle ne peut pas vraiment s'occuper de l'aspect communicatif. Et là, souvent, bon, ben, ça va être vraiment facile pour les personnes de juste aller aborder la personne entendante qui est déjà capable de parler que la mère qui est victime. Tous les devoirs, toutes les tâches vont être faites avec la mère, même si alors la communication n'est faite que le père. Donc, les autres organismes aussi, ce qu'on peut voir, c'est que quand il y a de la violence conjugale, on a besoin de les sécuriser. On les place après ça dans les patientes ou les clients dans d'autres organismes, les maisons d'hébergement. Et ce qu'on peut voir, c'est que la démarche ne se fait pas vraiment facilement. Il y a des enjeux, il y a des obstacles, même à ce niveau-là, qu'on essaie de les placer ou de les référencer. Première chose, c'est pas adapté parce que c'est une personne sourde. Ah, on peut pas l'accueillir parce que c'est une personne sourde. Il y a toujours plein de raisons, hein? Plein d'excuses plutôt. Donc, on me dit non finalement parce que est-ce qu'elle peut être autonome?
Est-ce qu'elle peut prendre sa médication? Donc, en fait, l'entrevue est supposée être 1 heure. Et finalement, à la fin, ah oui, oui, on accepte au début, puis l'entrevue se passe et finalement, ah non, elle n'est pas assez autonome. Mais oui, les personnes peuvent être autonomes, mais quand même, ils vont trouver des excuses et on va trouver une forme de discrimination. Et à chaque fois qu'on amène ce sujet, ils me disent non, non, c'est pas de cette raison-là. Et là, souvent, ils me disent qu'ils sont très, très ouverts. On parle beaucoup d'inclusion, hein. Donc, tout le monde utilise ce mot, ce terme-là. Mais après, concrètement, quand on offre, on demande un hébergement, ben là, l'inclusion, oui, elle est importante, mais on va trouver d'autres solutions à la place et on se fait refuser. Ça arrive toujours. Cet obstacle-là, ce combat-là, est éternel, en fait, pour le moment. Ça n'avance pas. Souvent, on va avoir des problèmes aussi parce qu'ils vont me dire qu'ils ne peuvent pas défrayer les frais d'interprète. Ils n'ont pas assez d'argent dans leur budget. Ça aussi, ça, c'est une autre problématique. Les femmes aussi, une fois qu'elles sont passées dans les maisons d'hébergement, elles vont pas avoir l'impression, elles vont encore avoir cet aspect d'isolement parce qu'elles ne se sentent pas bien, bien intégrées, euh, accueillies. Euh, c'est vraiment, vraiment dans le groupe parce qu'il manque encore une fois d'interprètes pour pouvoir bien s'adapter. L'accueil, en fait, n'est pas adapté non plus. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est que finalement, ils vont finir par retourner euh, dans leur couple ou dans leur maison parce que c'est là où ils ont accès à la communication et ils retournent, en fait, dans ce cercle vicieux de revenir vers l'agresseur. Donc, on va essayer d'éviter les hébergements puis revenir finalement dans la zone problématique. D'autres problèmes, des problèmes de santé aussi, mais là, surtout au niveau du système de santé à l'hôpital. Les situations de violence conjugale, agression sexuelle ou autres, en fait, là, qui n'ont pas rapport avec la santé. Ils vont quand même se déplacer euh, dans le système de santé, puis ils vont commencer des démarches et on va chercher un interprète. Là, il va falloir aller chercher un interprète d'urgence. Euh, Souvent, on va demander à avoir un interprète. Ils nous disent, ah oui, oui, OK, parfait, mais comment on fait? Ben là, il faut, faut prendre le temps d'expliquer. Finalement, les interprètes ne sont pas présents en fin de compte quand on a besoin d'eux sur le coup. On leur dit, ça, c'est des histoires qui arrivent vraiment. J'ai une madame qui ne savait pas lire ni écrire. Elle avait de la difficulté à signer aussi. Et c'est une madame âgée, hein. Donc, elle a été hospitalisée. Elle avait des grosses, grosses douleurs. Elle est restée 2 semaines. Elle n'a pas eu d'interprète et à chaque jour, elle demandait d'avoir un interprète. Elle n'a pas eu une fois un interprète alors que on lui avait confirmé, oui, oui, il y a un interprète qui allait venir. Et finalement, après ça, elle est partie en congé. Elle est partie en congé, puis après, j'ai posé la question aux soignants, puis on leur a dit, ben, elle est partie en congé, et on n'a jamais eu de réponse, et on ne sait pas pourquoi. Elle n'a jamais su qu'est-ce qui s'est passé. Elle n'a jamais pu communiquer avec son docteur. Est-ce qu'on l'a bien traitée? Ça, c'est la question. Alors que d'autres personnes, on aurait pu vraiment bien la traiter, alors elle a reçu des traitements inadéquats comparés à tout le reste. Dans le sens où ce qu'on aurait besoin d'avoir un interprète, quand c'est une échographie, toutes les démarches qui ont été faites, imaginez qu'on vous fasse ça, mais que vous ne savez pas pourquoi, parce qu'il n'y a personne qui peut vous l'expliquer correctement. Donc, ça dépasse vraiment l'acceptable. Et juste là, récemment, c'est là que ça s'est passé. Donc, c'est très récent. Ces exemples-là ne sont pas anodins et surtout sont récurrents dans le système de santé. Pour ce qui est des impacts sur la femme, imaginez-vous l'exemple que je vous ai donné, l'impact que ça a eu sur cette femme-là. Donc, les émotions, c'est sûr que ça a été de la colère, de l'incompréhension, dépression, insécurité, impuissance, peur, angoisse, anxiété. Et ça peut aller jusqu'à des idées suicidaires. C'est pas une seule circonstance ou une seule situation. Imaginez-vous, cette situation-là, elle est arrivée plusieurs fois dans sa vie. Puis ça peut amener à ces idées-là. Quelqu'un qui n'en peut plus. Imaginez. Ça peut être d'autres choses aussi, là. Je vous ai donné quelques symptômes, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Pour moi,
Si on imagine en fait tous ces impacts sur ces femmes-là, s'il n'y aurait pas eu d'impact ou quoi que ce soit, c'est quoi que ça aurait fait? Ce serait comment on aurait pu éviter tous ces impacts? Avoir un interprète, se sentir écouté, avoir une communication, connaître nos droits. Ça aurait pu aider à comprendre, aller chercher à communiquer nos inquiétudes, puis se sentir en contrôle, en pouvoir. Et donc, ça n'atteindrait pas l'estime de soi. Et c'est ça qui est important. Donc, si on voit des scénarios différents, des comparaisons, imaginez des personnes qui n'auraient pas cette offre, cette accessibilité, ben là, vous voyez toutes les répercussions négatives que ça a sur une personne. Imaginez dans le système, on était capable de vraiment, vraiment être tout pareil, puis suivre les besoins de tout le monde, de s'adapter à 100%. On n'aurait plus du tout affaire à ces problèmes-là. Ça a un très, très gros impact sur le mental et l'aspect psychologique. Ce n'est pas juste des petits détails où on va vous expliquer plus tard, ou le docteur éventuellement va vous expliquer, ou ah, je vais vous faire un petit résumé sur un papier, ou ah, je ne vais même pas vous l'expliquer, c'est très simple. Imaginez toutes ces petites choses-là, ça change une situation et ça l'empire. Bon, en tant qu'humain, on est tous humains humaines, hein, on a des droits, c'est ce qui est important. Quels sont nos droits, hein? D'avoir des services de qualité, d'adapter les services à nos besoins, dépendamment de nos besoins, si on est âgé, si on a un problème neurologique, euh, si vous avez des problèmes physiques aussi, moteurs, il y a de l'adaptation qui est faite. Alors que là, pour les personnes sourdes, c'est un handicap invisible, oui. C'est juste une demande, c'est d'aller chercher un interprète pour l'aspect communicatif et c'est son droit, c'est son besoin à la personne en tant que telle. Elle a le droit d'être accueillie, d'avoir ses besoins. Elle a le droit aussi d'avoir accès à l'information, de répondre et de satisfaire ses besoins, de répondre à ses besoins et les satisfaire. Donc, ces droits-là, ça fait partie du respect. Mais là, on a un problème au niveau du respect. Donc, on a des demandes et les services ne sont pas adaptés. Donc, on a le droit au réconfort, au confort, à l'égalité, en fait, pour faire simple. Si on regarde la Charte des droits et libertés, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de discrimination, accessibilité universelle, équitation, tout est marqué dans la charte. Par contre, concrètement, avec ce qui se passe en ce moment, on peut remarquer qu'il y a des manquements, évidemment. Bon, je vais boire une gorgée de mon café pendant le changement d'interprète. J'en profite, si vous me permettez. Alors, je vous ai parlé des différents enjeux que les femmes rencontrent. Maintenant, la Maison des femmes sourdes, on a plusieurs solutions quand même, hein, pour éviter que les problèmes dégénèrent. Alors, quelles sont ces solutions? Je vous ai parlé tantôt, bon, de la LSQ, de la ASL. La reconnaissance de ces deux langues-là n'est pas encore arrivée. Et si c'était là, il y aurait beaucoup d'influence, ce serait bien. Ça fait plusieurs années que cette bataille-là perdure pour avoir la reconnaissance officielle de la SL et de la LSQ. Et c'est sûr que si ça arrive, il y aura un impact sur l'accessibilité des services. Dans d'autres pays, on a déjà reconnu les langues des signes dans leur pays, mais ici, c'est toujours pas le cas. Aussi, la sensibilisation des enfants dès leur jeune âge, au secondaire. Qu'est-ce que la communauté sourde? Une petite base de langue des signes, euh, comment faire une approche envers comment dire bonjour, comment demander de l'aide, comment d'avoir une instruction de base chez les jeunes enfants dès leur primaire. Il y a un incontournable absolument, c'est d'avoir des programmes au cégep, à l'université, avoir des programmes, quand les programmes sont, par exemple, comme professeur, ambulancier, infirmière, dentiste, audiologiste, tous les programmes humains qui sont reliés à plus tard d'avoir un contact avec la clientèle, ils devraient absolument, dans le cursus scolaire, avoir des cours pour expliquer qu'est-ce que la surdité. Parce que plusieurs professionnels ne connaissent pas quoi faire. Et bon, ça fait 20 ans que je vais donner des conférences aux techniques policières au Cégep. Et je pose toujours la question, est-ce que vous avez déjà rencontré une personne sourde? Savez-vous quoi faire? Tout le monde dit non.
Bon, quelqu'un qui fait, bon, je sais pas, les infirmières sont en première ligne, bien sûr, et beaucoup d'infirmières ne connaissent rien à la surdité. Alors oui, effectivement, il faudrait que dans le programme, dans le cursus scolaire, soit inclus un cours de sensibilisation à la surdité. Troisième chose, évidemment, l'école secondaire, bon, on a coupé l'éducation à la sexualité, mais je pense qu'il faudrait remettre les cours d'éducation à la sexualité, pas seulement sur le point de vue sexuel, mais comment avoir une relation saine, une relation de couple saine pour diminuer la violence conjugale. Quatrièmement, il faut toujours continuer la sensibilisation à la communauté sourde aussi. Au sein de la communauté sourde, il faut continuer de sensibiliser les sourds. Alors, c'était nos solutions qu'on prône et qu'on met de l'avant. Alors voilà. Ben, c'est sûr que j'ai peut-être un dernier message à vous donner. La Maison des femmes sourdes a besoin de votre appui dans l'appui de différents organismes. Alors, on pense qu'il faut absolument qu'on soit solidaire et qu'on s'entraide dans le but de donner l'accessibilité aux femmes sourdes et aux personnes sourdes à la communauté. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir écouté mon propos. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ta présentation. Comme prévu, on va prendre une petite pause de 1 à 2 minutes. S'il vous plaît, restez en ligne. On va juste s'assurer de pouvoir donner l'accès aux personnes qui utilisent la langue des signes québécoise ou la langue des signes américaine pour pouvoir venir se joindre à nous pour la période des questions. Et ensuite, dans un deuxième temps, moi et Sarah Yersich de Avant, on va faciliter là, la période de questions-réponses. D'accord? Ça va prendre 2 minutes maximum. Ok, alors là, on me dit que personne n'a demandé d'accéder à la période de questions via leur écran, mais je vais quand même garder l'œil ouvert si des personnes veulent ouvrir leur caméra pour poser les questions. Fait que, je vais commencer la période de questions-réponses avec Sarah. Alors, Marie-Hélène, est-ce que C'est bon, ok. Alors, la première question, Marie-Hélène, ça serait... Oui, je suis prête. Oui, ça serait, selon toi, ça serait quoi la solution pour que les femmes aient accès aux maisons d'hébergement? Et est-ce qu'il serait possible d'offrir de la formation à des intervenantes pour qu'elles aient une base en LSQ? Depuis toujours, on fait de la sensibilisation, on fait la tournée de toutes nos maisons d'hébergement partenaires. Euh, ils ont d'autres défis, les maisons. C'est la rotation du personnel au sein de la maison même, la maison d'hébergement, les employés. Il y a toujours excusez-moi l'anglicisme, un turnover d'employés. Donc, nous, on a une petite valise et dans la valise qui vient avec la dame qui va se faire héberger, on a un réveil matin, on a un détecteur de pleurs de bébé, on a une sonnette de porte, une alarme de feu adaptée pour les personnes sourdes, parce qu'on sait que les maisons d'hébergement n'ont pas cette adaptation-là. Alors, nous, dès que la femme va se faire héberger, on amène notre kit si vous voulez, un kit d'urgence et on amène ça avec la dame dans la maison d'hébergement. On travaille en collaboration, on travaille en partenariat, on fait le suivi de la personne sourde, même si, évidemment, nous, on travaille simplement le jour dans la semaine et on n'est pas là les fins de semaine, mais il pourrait arriver une urgence de soir et on prend le temps de parler quand même avec la dame sourde pour essayer de régler la situation. Mais c'est beaucoup d'explications et beaucoup de démarches avant que la maison accepte d'avoir la dame en hébergement. Et ils pensent toujours qu'ils auront une mauvaise expérience, mais à la fin, ils sont toujours ravis parce qu'ils disent qu'il y a eu peur pour rien, que finalement, ça a été une très belle expérience.
Merci beaucoup, Marie-Hélène. On a plusieurs personnes dans le chat là qui sont intéressées par cette trousse, fait qu'on va leur passer les contacts, vos contacts et les contacts de la Maison des Femmes Sourdes là pour faire ces demandes-là. Il y a, Oui, parfait. il y a certaines personnes qui voudraient ouvrir leur caméra. Est-ce que vous pourriez ouvrir vos caméras pour pouvoir poser des questions à notre présentatrice? Je pense que quelqu'un va ouvrir sa caméra, mais peut-être qu'elle ne sait pas comment, dit C'est Marie-Hélène. ouais, c'est ce que je suis en train de, c'est ce que je suis en train d'essayer de voir. Sarah, do you mind going for est-ce que tu peux poser une question en anglais? Et je vais aller m'occuper des. Absolutely. Sounds good. So, another question that came in from the audience was, do you know of any organizations who keep stats of IPV in women who are hard of hearing or other gender-based violence issues? Euh, en année 2000, il y a 2000 sortes d'aides qu'on a fait par année. Des aides différentes, de différentes catégories, 2000 interventions par année que l'on fait. En violence conjugale, agression sexuelle, c'est à peu près, si je ne m'abuse, je vais juste demander à Lynn Bergeron, qui est la directrice générale de la Maison des femmes sourdes, qui est présentement avec nous. Elle dit qu'il y a à peu près 150 demandes par année dans ces domaines-là chez nous. Alors, la voici. Oui, en fait, je m'excuse là, je ne sais pas si ça mélange tout parce que je parle pour l'interprétation. C'est très complexe aujourd'hui, hein? Je veux juste le souligner. En fait, je vais commencer par ça. Je veux souligner la complexité euh, de ce webinaire, mais en même temps, comment c'est extraordinaire qu'on puisse avoir accès, tout le monde, au français, à l'anglais, au LSQ, puis au ASL. Fait que ça, c'est mon premier constat, comment ça, c'est de l'accessibilité, complètement. Deuxième chose, oui, Marie-Hélène, c'est autour de 150 par année. Tu sais, le chiffre que tu as nommé, là, il est exact. Alors voilà. Merci. Merci, merci Lynn, merci Sarah. Rosanna, je voyais qu'il y avait une personne qui voulait poser sa question par caméra. Ah, elle a été retirée. Ok, je vais continuer avec une autre question, Marie-Hélène, si tu le veux bien. Alors, notre prochaine question de l'auditoire, ça va être combien de temps il faut pour obtenir un service d'interprète pour une cliente ou pour faire la demande d'un service? À combien de temps il faut se prendre en avance? Puis, dans l'auditoire, il y avait aussi des personnes qui se posaient des questions par rapport à la confidentialité, tu sais, dans un environnement, par exemple, médical ou thérapeutique. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça là pour l'audience? Oui, l'enjeu de la confidentialité, bien sûr, ben, il n'y en a pas vraiment. Ben oui, il y en a, mais je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas, il n'y a pas aucun problème, mais pour ma part, c'est sûr qu'il y a un code d'éthique à la Maison des femmes sourdes, et la même chose pour les interprètes, elles sont régies par un code d'éthique sévère qui préserve la confidentialité, qui dit, ah, c'est le médecin ou quoi que ce soit, absolument, la confidentialité est un enjeu. Parce que comme la communauté sourde est très petite, évidemment, on veut que cet enjeu-là soit
très respecté. Alors, un interprète en santé d'urgence, il n'y a pas de temps, on peut demander sur le champ, mais évidemment, ça prend quelqu'un de disponible. Parfois, on peut attendre quelques temps pour trouver un interprète de disponible. Mais pour les policiers, le service de police, les policiers aussi, ils attendent qu'il y ait un interprète de disponible. Mais je vais profiter de l'occasion pour vous parler du SRV, Service Relais Vidéo. Alors, c'est c'est un logiciel, une plateforme qu'on utilise avec notre téléphone, notre ordinateur, notre iPad, et on peut faire un appel téléphonique. Le service relais vidéo est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, il y a toujours un interprète qui passe l'appel, si on veut. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un interprète sur place, en présence, mais quand ce n'est pas possible, ben, on peut faire l'appel au téléphone, puis on a un interprète par SRV. Alors, pour prendre rendez-vous, habituellement, si c'est pour faire une déposition, écrire un rapport, on va prendre un rendez-vous quand l'interprète sera disponible. Mais dans une situation de santé, ils sont obligés absolument d'avoir un interprète de garde. Peut-être ça va prendre 1 heure ou 2 ou moins que ça pour avoir un interprète qui se déplace. Merci beaucoup, Marie-Hélène. On va prendre la question de Marjolaine. Marjolaine, est-ce que vous voulez poser votre question? Oui. Oui, bien bonjour. Je me présente, je suis Marjolaine Giroux et puis je suis contente de dire que, que ça soit l'anglais, le français, c'est le fun, mais il y a quand même beaucoup de frustration parce que les gens parlent anglais dans ma famille et puis moi, je ne comprends pas. Ça m'empêche d'avoir accès à leur conversation. C'est très difficile et oui, je suis un peu tannée de ça. Puis je me sens un peu délaissée ou laissée pour compte. C'est comme j'ai épuisé ma patience. Moi, je suis très tolérante, mais bon, mon conjoint est parti, ma fille est partie de chez elle parce qu'elle utilisait seulement l'anglais, on n'arrivait pas à parler. Fait que là, maintenant, elle est partie, j'ai un peu la paix, mais en même temps, je suis frustrée parce que les deux, j'ai pas accès aux deux langues, que ce soit français ou anglais. Marie-Hélène dit oui, je comprends pour les femmes de la communauté sourde, c'est très sensible. La communication est un enjeu très sensible. Dès qu'on ne se comprend pas ou qu'on ne comprend pas ce qu'on veut nous dire, c'est facile qu'on soit irrité. C'est tout à fait compréhensible que tu vives certaines frustrations, bien sûr. Oui, moi, j'ai plein d'émotions, là, c'est certain. Alors, Marie-Hélène dit oui, c'est tout à fait normal. Oui, Madame Giroux dit elle a vraiment changé de comportement avec moi. Elle s'est mise à parler en anglais. Vraiment, moi, j'ai toujours respecté les deux langues, mais là, elle ambitionne, puis je suis vraiment frustrée, là. C'est pas acceptable, c'est pas acceptable. Oui, je comprends très bien. Je comprends. Là, elle est partie chez eux, fait que là, j'ai la paix. Fait que ça, c'est pas acceptable. Et ça se reproduit depuis longtemps, fait que je peux plus accepter ça. Je comprends, dit Marie-Hélène. Les familles, parfois, hein, la communication, c'est pas toujours fluide et agréable. Donc, des fois, il faut trouver d'autres façons, peut-être quand on fait des jeux de société où on n'a pas besoin de parler, où on se voit 1 fois par semaine, ou si tu les vois 1 fois par semaine, ça, il y a des genres d'entente qu'on peut faire. Oui, elle est capable d'utiliser la LSQ et bien ça en français, puis pourquoi qu'elle ne le fait pas? Hein? Marie-Hélène dit oui, je comprends. Je comprends. Là, je me retrouve isolée parce que toute ma famille, puis je suis la seule qui ne comprend pas les discussions. Donc, c'est quoi cette affaire-là? Moi-même, mon garçon, il n'est pas content de ce qui se passe. Oui, je comprends. Mais là, je suis vraiment en colère. Je suis vraiment en colère. Je suis vraiment fâchée. Je voudrais communiquer. J'aime communiquer en famille, puis elle n'est pas intéressée, fait que je suis frustrée. Bon, Marilyn dit, moi, je suggère, prends rendez-vous à la Maison des femmes sourdes, viens nous voir, puis on va t'aider. On va te trouver des outils où tu pourras être moins frustré peut-être et gérer un peu cette problématique.
Merci Marjolaine pour votre question. On va voir aussi là, maintenant la question de Marie-Hélène Boulanger. Si vous voulez bien ouvrir votre caméra. C'est bon, ça fonctionne. Ah bon, enfin, c'est prêt. Excellent, je suis capable d'ouvrir ma caméra. Hey, je cherchais l'option là. Bon, je l'ai finalement. Super. Ma petite question, en fait, j'ai trouvé ça très, très intéressant, en fait, surtout la partie de violence. Encore une fois, la défense de contacter l'autre personne, que ce soit des fêtes, des événements, Saint-Valentin, Halloween. C'est vrai que c'est problématique, en fait, quand il y a des événements. Si on ne peut pas, en fait, se voir, c'est qui a priorité? L'homme, la femme? Mais si, par exemple, là, finalement, l'homme, lui, de son côté, aussi est rendu dans un nouveau couple, c'est vrai que ça devient compliqué parce qu'après, c'est une question de est-ce que la nouvelle blonde aussi a le droit de rentrer? Après ça, c'est à la victime d'arrêter. C'est compliqué. J'avais pas pensé à ça, mais la communauté est très, très petite. Effectivement, ça rajoute toute complexité. Oui, oui, effectivement, on essaie d'avoir des ententes avec d'autres organismes en fonction des philosophies, des missions d'autres organismes. Et souvent, majoritairement, ça, c'est pas leur problème. C'est ce qu'ils nous répondent. Ils font juste accueillir les membres et les participants de différents événements et ferment les yeux sur le reste. Donc, il n'y a pas vraiment de progrès là-dessus. OK, parfait. Mais là, si c'est un événement à distance ou si c'est des choses comme ça, hey, ça devient compliqué. Oui, oui, effectivement, ça peut être des situations assez graves. Parfois, on peut même pas, les personnes ne peuvent même pas se regarder, en fait, là, parce qu'il va y avoir toujours du non-verbal, il va toujours avoir des petites agaces, du harcèlement non-verbal. Puis ça peut porter vraiment à dégénération, à dégénérer, excusez-moi. Donc c'est pour ça que parfois ça peut être compliqué de juste avoir les deux personnes, pas à côté, mais dans la même pièce, à distance. Et puis effectivement, c'est possible d'avoir ces histoires de violence conjugale-là, autant femme-homme que femme-femme. On appelle ça en fait, il peut y avoir aussi des problèmes de contrôle. Ça peut être aussi des problèmes de bipolarité, ça peut être des problèmes de gestion de colère. Donc, ça peut être vraiment plus complexe aussi. On a l'air d'être l'agresseur, mais en fait, ça peut être juste quelqu'un de manipulateur sans s'en rendre compte qui cherche de l'aide aussi. Ou parfois, c'est juste des personnes qui se rendent pas compte, qui ont des problèmes. Et nous, on essaie de leur donner euh, des solutions, des outils et de leur faire comprendre un peu. Ça peut être aussi ça peut être très, très compliqué comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sarah, let you go for another question. Je te laisse partir avec une autre question. I have a question from the audience, if that's okay. So the question that came in from the audience is, what solutions exist for the sheltering and healthcare systems not having interpretation available that we can call upon as service providers? Oui, bonne question. En fait, pour les hôpitaux, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils mettent un service d'interprétation vidéo visuelle à distance. Donc, c'est des iPads ou des tablettes qui sont mises un peu partout. Mais l'affaire, c'est que nous, et les employés ne savent pas comment l'utiliser, mais souvent, ils ne savent même plus où est-ce qu'elle est, la tablette, donc pour utiliser ce système-là. Et finalement, on est plus perdu de regarder, ça engendre d'autres défis et d'autres difficultés. La technologie est là, on l'installe, et après, les employés ne savent pas comment l'utiliser. Il faut qu'ils le sachent, comment faire des appels, comment prendre rendez-vous. Donc là, ça engendre d'autres défis. Ils sont là, mais les défis sont là. Merci Marie-Hélène. On a une autre question par rapport à l'intervention. Comment les intervenants peuvent-ils mieux soutenir une personne sourde et malentendante après avoir subi des violences fondées sur le genre ou des violences de la part d'un partenaire intime? Je sais que tu en as un peu parlé, mais si tu pourrais nous en dire un peu plus.
OK, donc en fait, là, si je comprends bien, la question, c'est que c'est une personne entendante qui aurait une intervention à faire avec une personne malentendante sourde. C'est bien ça. Exactement. Donc, en lien, encore une fois, violence conjugale, pour être plus précis, là. Oui, première des choses, en fait, c'est que l'intervenante ou l'intervention euh, fasse attention à son attitude. Donc, un gros sourire, une présence accueillante, chaleureuse, sans préjugés, euh, qui participe activement à la conversation, gestualiser, essayer d'écrire s'il y a quelque chose, des incompris. Souvent, ce que je peux voir, c'est qu'ils ont de la difficulté. Ils montrent pas beaucoup d'émotions, il n'y a pas beaucoup de non-verbal, puis finalement, on le voit dans leur visage là, qu'ils comprennent pas. Ils comprennent pas. On le voit tout de suite, puis tout de suite, ça porte préjudice en fait à l'ouverture. Et on peut même plus. Il n'y a plus de lien qui va se créer. Il y aura un blocage au niveau de la communication. Les sourds sont très, très visuels. Donc, nous, on va être capable d'entendre avec les personnes entendantes, je vais être capable d'entendre l'accent, le ton, le débit. C'est la même chose pour les personnes sourdes. Ça va être le non-verbal, le corps, le sourire, les expressions. Essayez de voir un peu. Si vous voyez que la personne sourde ne comprend pas, essayez de vous adapter. Puis eux, ils vont le voir que vous essayez de vous adapter. Donc là, il n'y a pas de problème. Si on voit qu'il y a une démarche du côté de la personne entendante pour essayer de s'adapter à la personne. Tout de suite, là, on va être capable de créer un certain lien entre la personne entendante et sourde. Le plus important, c'est de rester ouvert, ouvert d'esprit. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Alors, on a deux personnes qui voudraient... Marie-Hélène, est-ce que je vois que tu as la main levée? Si tu veux réouvrir ta caméra. Ouais. Oui, oui, j'ai une autre question. En fait, est-ce que je peux vous déranger avec une deuxième question? Non? Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Euh, donc là, je réfléchis un peu, là, je vois beaucoup de choses, premièrement, avec les séparations de couple. J'ai des amis qui se séparent, et puis après ça, bon, je peux voir qu'il y a des problèmes, en fait, subséquents, des histoires de problèmes psychologiques, de violence. Parfois, c'est très, très sérieux. Puis, je peux voir ça sur Facebook aussi. Des fois, les personnes, j'aimerais ça les aider. euh, et parfois, ben, on peut pas vraiment rien faire quand il y a des avis à la cour, ou des démarches à la cour, ou on serait mieux de ne pas intervenir nous-mêmes et de les aider. Ça, c'est une grosse problématique. On a déjà essayé de contacter la police puis s'informer, puis souvent, il peut y avoir des blocages. Ou juste s'il y a un problème avec un membre ou un ex, on bloque la personne. S'il y a des atteintes à la vie ou s'il y a des menaces de mort, là, on a des procédures aussi qui peuvent être faites. Mais la seule chose que la personne peut faire, c'est vraiment de bloquer la personne s'il y a des menaces encore ou des problèmes. Ah, ok, je comprends. Là, moi, mon garçon, en fait, lui, est en couple, ils se sont séparés, puis là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'harcèlement, puis de négativité qui ont été faites, en fait, qui ont été dites sur son dos après la séparation. Puis là, ça le décourage, il peut pas vraiment rien faire parce que là, il peut pas partir de. Il habite pas ici au Canada, mais il est à l'international, puis il peut pas vraiment poursuivre quoi que ce soit. Non, effectivement, là, il y a des limitations avec l'aide et les poursuites. Si c'est des menaces de mort, puis qu'on a des preuves, ben là, oui. Mais là, ça peut être aussi si la personne arrive sur place, quoi que ce soit, puis que là, elle fait ses menaces, c'est difficile de réagir tout de suite. Oui, mais nous, on agit vraiment comme service de prévention aussi. Et donc, on essaie de soutenir les personnes. C'est s'il y a quelque chose qui arrive après ça, un événement, c'est la police qu'on va appeler. Mais nous, on va aller agir au préalable avant. Puis ça, c'est quelque chose que la police ne peut pas vraiment faire ou ne peut pas vraiment intervenir à ce niveau-là. Ouais, c'est assez désolant. C'est assez désolant, dit Marie-Hélène. Merci beaucoup. Merci, Marie-Hélène. Emmanuel, est-ce que tu voudrais ouvrir ta caméra pour poser une question? Je vois une main levée de Marjolaine. Oui, Marjolaine. Votre caméra est éteinte. Alors, on va passer à une autre question. Sarah, je te laisse passer pour la prochaine question. Great. Thank you.
So the question that has come in is, thank you for the amazing work you do and sharing your expertise. Does your agency provide services to Montreal area only? Otherwise, are there any recommended options for online women's supports for deaf women? It seems like services by and for deaf communities are such a large gap in other areas. I've had experience in my work as a gender-based violence counselor, trying to arrange ASL interpretation for my client, and became aware of the barriers she was facing, not having reliable interpretation to access support. Oui, effectivement. En fait, là, au Canada, on est juste à Montréal, l'organisme qui fait ce travail-là à Maison des femmes sourdes, dans le Grand Montréal, pour être plus exact, dans la grande région. Mais là, bientôt, on est les seuls, mais là, bientôt, on risque d'aller de plus en plus grand et d'aller plus loin en distance. Là, présentement, on est en train d'aller aller chercher, d'aller monter des statistiques, savoir c'est quoi les besoins chez les personnes et femmes sourdes, en fait, en LSQ et en SL, pour être capable, après ça, de voir si on est capable d'agrandir. Euh, pour le moment, ce qu'on voit, c'est que pour l'aide et le soutien se fait sur place, mais aussi à distance. On peut le faire sur Zoom. On peut vous aider, il n'y a pas de problème. On accepte quand même ce type de soutien. Merci. Marjolaine, on va refaire un essai. Est-ce que tu peux ouvrir ta caméra? Ça va être le petit icône qui est vers le bas, à côté du micro. Yeah. Je suis pas capable, je suis pas capable. Ah, Ah, on oui, vous oui, je voit. l'ai, ça marche. Oui, c'est ça. Ce que je remarque, en fait, bien sûr, c'est avec ma fille, en fait. Là. On a eu un petit épisode, on s'est chicané à la maison. Et puis après, bon, je vais expliquer que c'est important de respecter les règles que j'ai ici. Puis après ça, bon, là, je voulais appeler la police. Puis là, finalement, son chum, lui, il a commencé à être violent et fâché contre moi. Puis là, j'ai appelé la police. Elle est venue. Puis ils l'ont écouté. Ils l'ont pas mal plus écouté, lui et ma fille, que moi. Ils n'ont même pas pris le temps de me parler. Et puis, ils sont directement allés voir ma fille et mon fils. Puis après ça, bon, ben, il y a eu l'impression que tout allait bien. Puis c'est juste une petite frousse. Mais non, là, je veux dire, ça m'a fâché. Et puis après ça, bon, toute leur version a été écoutée. Puis tandis que moi, le policier m'a regardé. Puis il m'a juste fait signe que non, c'est beau, c'est correct. Tu sais, là, il y a eu un manquement de respect, là. Un manquement de respect. Puis ça m'a vraiment, vraiment, vraiment déplu. Surtout du côté du service de police. Ben, en fait, ce que tu racontes, ben, c'est que ça, il y a beaucoup d'incidents, en fait, là, qui sont arrivés exactement de la même manière. Puis, on travaille avec la police là-dessus. Première des choses, c'est qu'il faut qu'il y ait un policier sur les deux côtés, donc le membre de la famille concerné ou, et puis aussi l'autre personne. Donc, les deux personnes. On ne va pas juste aller sur la disponibilité ou est-ce qu'on est capable de communiquer avec une des deux personnes ou quelques personnes. On ne va pas aller chercher un voisin, on ne va pas aller chercher un membre de la famille qui est capable de communiquer. Non. On va aller, premièrement, aller chercher la personne, la victime. Donc, les policiers vont aller demander ce que la personne peut faire. Puis après ça, s'il y a besoin d'un interprète, on va aller chercher un interprète. Puis là, justement, on est en procédure et on est surtout en train de les sensibiliser à cet effet. Je peux tout à fait comprendre, en fait, de votre problème. Mais en fait, là, c'est parce que le policier est venu, il faudrait qu'il y ait tout de suite un interprète pour ensuite de ça avoir l'accessibilité, puis juste être capable de m'exprimer. Parce que là, pour le moment, j'étais gelé, puis j'étais bloqué. Puis je pouvais rien dire. J'avais envie de le faire sortir, puis j'étais vraiment juste bloqué. J'ai perdu de la force dans mes jambes. J'ai réalisé que je ne pouvais plus rien dire. Puis, je veux dire, le policier, il a l'air grand, fort, il ne peut pas vraiment intervenir. Le chum aussi, il est là contre moi. Euh, puis finalement, il n'était pas là pour moi, le policier, là. Mais c'est ça, la Maison des femmes sourdes, justement, a plusieurs projets en collaboration avec les services de police. Puis justement, soyez patiente, là, on est en train de les sensibiliser. C'est pas juste un problème qui est à Montréal. Rive-Nord, Laval, Rive-Sud, Québec, toute la province, on a les mêmes scénarios qui reviennent. Je pense que ça fait à peu près, c'est 2 à 3 conférences annuellement
que je fais pour sensibiliser les services de police un peu partout. Donc, on en a beaucoup, beaucoup, puis on est en train de travailler là-dessus. Je comprends votre frustration. C'est quelque chose qui est récurrent et on travaille là-dessus. Merci beaucoup. Sarah, you go. Sorry. Thank you so much. The next question coming in is, do you know what federal laws there are that address accessibility to interpreters? For example, hospitals must provide all medical appointments, etc. Je connais plus évidemment la juridiction de la province de Québec et non pas beaucoup celle du fédéral, mais je crois que ça devrait être similaire. Ils sont tenus par la loi d'offrir les services d'interprétation dans les services de santé, services sociaux, mais les problématiques aux États-Unis aussi, chez nos voisins, ils ont la même problématique qu'ici. Je pense que c'est la même chose. Mais je ne peux pas vous répondre avec certitude sur qu'est-ce qui se passe au fédéral, malheureusement. Merci Marie-Hélène. Je vois dans le chat qu'on a Martine Lévesque qui est en train de partager là, la dernière publication par rapport à la capsule vidéo qui avait été qui a été faite avec les policiers. Fait que merci beaucoup. Pour continuer dans les questions-réponses, il y a une personne qui te remercie beaucoup pour cette conférence qui a été tellement pertinente et nécessaire. Cette personne se questionne notamment sur comment on fait pour mettre un cadre sécuritaire adapté en place en début de rencontre, à titre d'intervenante, lorsqu'on intervient auprès d'une personne sourde ou malentendante. Par exemple, Marie-Hélène, ce que la personne demande, c'est qu'elle se dit qu'elle craint comme un décalage au niveau de son écoute active. Par exemple, elle peut hocher la tête pour montrer qu'elle écoute et sourire, alors que la personne est en train de raconter quelque chose de sensible, qui milite pour plus de sérieux. Comment est-ce qu'on adresse ce décalage qui est un peu inévitable en début de rencontre? Ou est-ce qu'il y aurait d'autres enjeux qui pourraient survenir? Euh, ou est-ce que, ou est-ce que cet inconfort m'appartient à moi? Ou est-ce que je dois le gérer de manière interne et ne pas l'imposer à la personne que j'accompagne? Est-ce que vous auriez des exemples d'éléments à adresser en début de rencontre pour faire preuve d'une réelle inclusion et d'une approche adaptée à la réalité de la personne? Est-ce que c'est... Désolé pour la question longue, je peux la répéter si, s'il le faut. Ah, c'est pas nécessaire de la répéter, j'ai tout à fait bien compris, bien sûr. Euh, je pense qu'il faut absolument être de façon transparente avec les personnes sourdes, de lui dire. Euh, S'il y a quelque chose que je commets un impair, avise-moi, dis-moi là tout de suite. C'est ma première rencontre avec une personne sourde. Peut-être que je vais faire quelque chose. Évidemment, la tendance, ce serait de ne pas montrer aucune émotion pour avoir peur d'être mal interprété par la personne sourde. Mais non, je crois que après quelques minutes, l'important, c'est de soutenir le regard de la personne sourde, de ne pas détourner le regard. Puis après quelques minutes, ça va bien aller, tout devrait bien se passer. Aussi, si vous sentez que il y a quelque chose que vous n'êtes pas certaine, ça va rassurer la personne sourde si vous lui demandez, c'est quoi ton besoin? Comment je pourrais répondre plus à ton besoin? Ne vous gênez pas pour demander. Merci beaucoup, Marie-Hélène, pour ta réponse. On va prendre une autre question en anglais, Sarah. Thank you. So the question is, are there resources we can access to stay culturally competent? And or what are the best ways I can become or stay an ally when I do interact with or work for or know personally deaf people? Ben, il y a plusieurs manières, évidemment, hein, de vous intégrer dans la communauté sourde, bien sûr. Connaître la culture de la communauté sourde, évidemment, bien la connaître. Apprendre quelques signes aussi, hein, ça va passer par la langue des signes. Faire toujours par et pour.
Hein, j'ai vu beaucoup de personnes entendantes qui disaient, oh mon Dieu, elles font pitié. Oh, je vais faire l'appel pour toi. Oh, je vais le faire pour toi. Je vais parler pour toi. Et non, 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 non. Ça, ce n'est pas une bonne approche. C'est une approche égalitaire qu'on doit avoir, une approche d'allié. Et ça va bien aller. À force de les côtoyer, ça va devenir naturel. Et puis, à faire des activités avec les personnes sourdes et vous allez avoir développé tout à fait une relation égalitaire. Évidemment, la communication, euh, ben, pour ma part, moi, qu'est-ce qui m'énerve, c'est qu'on me pose tout le temps la question. Ah ouais, t'es-tu sourde? T'es-tu née sourde? Comment t'es devenue sourde? Ça m'énerve un peu. Euh, J'aimerais bien que la personne, tu veux être amie avec moi, mais pourquoi tu me poses des questions sur ma vie ou comment je suis devenue sourde ou euh, tu sais, c'est comme ça tu te poses pas la question comment avoir du plaisir avec moi ou pas avec moi. C'est comme tu t'approches de moi, tu poses quelques questions, puis tu t'en vas après. Est-ce que c'est vraiment une amitié? Est-ce que c'est vraiment un allié? Je pense que l'important, c'est le respect, bien sûr. On est des êtres humains, puis dans le but d'avoir une certaine égalité. Merci beaucoup. Merci pour la réponse, Marie-Hélène. On va maintenant laisser la possibilité à Rosanna Asenso. Euh, euh, si vous pouvez ouvrir votre caméra, excellent. Fait que, Euh, bon, alors je vais m'exprimer en American Sign Language. Donc, j'ai appris beaucoup, beaucoup de votre conférence et ma question que j'ai, la voici. Euh, Bon, on travaille avec une personne handicapée, par exemple, qui serait autiste, sourde, bon, et qui est des personnes qui aussi subissent la violence conjugale, hein. Bon, je comprends qu'il y a plusieurs, bon, dans la communauté sourde, je peux comprendre, mais il n'y a rien de développé nécessairement pour eux. Et bon, comment soutenir cette personne-là? Elle ne signe pas vraiment. Elle a un niveau intellectuel pas très élevé. Elle a une certaine déficience. Ça prend. Est-ce que vous connaissez des ressources ou de l'expérience pour ce genre de handicap? Marilyn dit absolument, nous, on a le défi, le même défi que toi. On a des clientes qui ont des déficiences intellectuelles, des problèmes cognitifs. Alors, on trouve une autre façon de communiquer avec des gestes. À la Maison des femmes sourdes, pour nous, ce qui est important, c'est de voir est-ce que la personne est en sécurité? Est-ce que sa situation est sécuritaire? Son entourage, est-ce qu'on prend bien soin d'elle? Est-ce que cette personne-là est en sécurité? Et si on voit qu'elle n'est pas en sécurité, on va faire appel au CLSC et aussi une travailleuse sociale pour aller voir, pour dire qu'on a dénoté que la famille ne prend soin, ne prend pas bien soin de cette personne-là. Alors, on est toujours en partenariat avec le CLSC ou le CDRI, euh, le Centre pour la déficience intellectuelle, le Centre de réadaptation. Et parfois, il y a certaines autres ressources. En allant glaner un peu des ressources un petit peu partout, on va réussir à offrir un milieu sécuritaire à la personne. On va adapter notre communication. On va prendre des pictogrammes. On va y aller avec des gestes naturels au lieu de la langue des signes pour l'aider. Mais ça, absolument, je suis d'accord avec toi, c'est tout un défi. Oui, je suis d'accord. Moi, je travaille avec une autre organisation et puis, bon, ils ont besoin dans les associations de développer à 100% leur aide. Ils ne se trouvent pas inclus. Et cette personne-là vit de la violence conjugale et puis ils n'ont pas d'expérience, hein? Ils n'ont pas développé l'expérience, ils n'ont pas été chercher l'expérience. C'est un défi. Et c'est la même chose, oui, absolument. Et puis, bon, merveille, je suis très contente de ta conférence. C'était merveilleux. Félicitations. J'ai beaucoup apprécié. Marie-Hélène dit, moi, je suggère, bon, la Maison des femmes sourdes, si vous avez besoin de plus d'informations, je peux aller faire une conférence chez vous.
On peut aller directement dans votre organisme, vous rejoindre. Et puis là, aujourd'hui, c'était simplement un survol de ce qu'on peut faire, mais on peut aller chez vous dans votre organisme sans problème. Merci. Merci beaucoup, Rosanna, pour votre question. Puis merci beaucoup aussi pour ta présentation, Marie-Hélène. Euh, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Merci à Marie-Hélène de s'être joint à nous et à tous les participants et participantes du webinaire. Un gros merci aux interprètes de langue anglaise, Sylvie et Wendy, ainsi qu'aux interprètes ASL, Charline et Jennifer, et aux interprètes LSQ, Lynn et Mervan. Veuillez noter qu'une fois que le webinaire sera terminé, un sondage d'évaluation s'ouvrira dans votre navigateur. Veuillez remplir cette enquête d'évaluation pour recevoir un certificat de participation. Merci à tous et au nom de l'équipe du Learning Network, du Centre de connaissances et de l'Alliance contre la violence et l'adversité, au revoir. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir, dit Marie-Hélène. Merci Marie-Hélène.